Hi guys! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer que jeudi 21 novembre de 17h à 19h, je participerai à l'événement caritatif warm-up Desert Bus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un live pendant lequel je vais conduire le bus du jeu Desert Bus pendant 2 heures. Et le but ce sera de récolter un maximum de dons pour l'association Petit Prince. C'est une association qui réalise le rêve d'enfants malades. Donc j'espère que vous serez très nombreux, je compte vraiment sur vous. Voilà, comme je disais, je vous demande pas souvent des choses et tout, mais là je compte vraiment sur vous pour que vous soyez là. Si vous ne pouvez pas faire de gros dons, ce n'est pas grave, même 1 euro c'est déjà très très bien. Il y aura des défis, des donation goals, vous pourrez participer aussi à un tirage au sort pour gagner des lots. Tout cela vous sera expliqué donc jeudi pendant le live. Je compte vraiment sur vous, j'espère que vous serez là et que vous jouerez le jeu. Ça serait vraiment très sympa. C'est parti donc pour la review de l'épisode 7 de la saison 10 de The Walking Dead. Avant de vous parler de la partie fatidique et de vous dire si oui ou non j'ai aimé l'épisode, puisque c'est quand même ça la question la plus importante, on va parler de Carol, Lydia et Daryl. Donc Carol a ramené un chuchoteur, donc forcément le conseil n'était pas au courant, donc ce qui fait que bon, ça fait une petite dispute vite fait, mais c'est pas bien important, donc quand même on se dit que c'est quand même assez grave. J'étais un peu étonnée que Gabriel soit pas plus énervé que ça, parce que quand même c'est un gros risque que Carol a pris, mais effectivement ils peuvent renverser le truc en leur faveur. Alors on se doute bien que le chuchoteur ne sera pas très loquace, on se doute très bien qu'il va rien dire, de toute façon Lydia le confirme. Et d'ailleurs c'est intéressant le fait que Alpha met ses hommes de confiance les plus loyaux à des postes qui sont vraiment stratégiques, c'est-à-dire que la Horde c'est vraiment leur plus gros atout. Du coup elle met des personnes qu'elle sait vraiment loyales. Ce sera intéressant de savoir quel était le poste de Dante à la base, parce que bon là il a été espion, mais il y avait certainement un poste avant. Et d'ailleurs le fait que Lydia reconnaisse ce chuchoteur, ça pose pas mal de questions par la suite. Justement, on nous parle d'un chuchoteur qu'elle a reconnu, mais par contre Dante elle a pas reconnu. Bon, ça on en parlera un petit peu plus tard. J'ai bien apprécié justement toute cette partie Daryl, Carol, Lydia, notamment le fait que Carol utilise Lydia contre Daryl, ce qui va poser d'ailleurs des problèmes par la suite certainement. On se rend bien compte que Daryl avait complètement raison de se méfier de Carol, parce que finalement elle est quand même prête à tout pour aller jusqu'au bout de sa vengeance, pour détruire Alpha et sa communauté. Et j'ai bien apprécié le fait qu'elle écoute les conseils de Lydia, du fait quand elle lui dit mais de toute façon en fait ils sont tous complètement sous l'emprise d'Alpha, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix, que c'est vraiment la meilleure façon de survivre, etc. Et du coup c'est sûr qu'elle a une aura qui est assez incroyable. Mais si à côté on montre à toutes ces personnes là qui vivent dans des conditions déplorables, parce que voilà, clairement ils vivent très mal, il y a personne qui vit comme ça par choix. Si on leur montre qu'il y a possibilité non seulement d'être en sécurité, de survivre, mais en plus d'avoir du confort, de revivre quasiment comme avant, là ça peut justement faire mouliner les choses dans la cervelle, très clairement. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça peut donner à réfléchir. Et c'est aussi pour ça qu'Alpha veut détruire ces communautés, parce que justement c'est un danger qui est toujours présent. Ces communautés sont sous les yeux des chuchoteurs, sous les yeux de sa communauté, qui peut finalement être tentée par ça, être tentée par revenir vers le passé, cette ancienne civilisation qui finalement renaît, parce qu'elle n'arrête pas de dire que voilà, tout ça c'est un monde qui est mort, que maintenant c'est le monde des morts, etc. C'est de la façon dont ils vivent, c'est la façon dont ils sont censés vivre maintenant, que l'apocalypse a permis de faire ça. Et donc sous le nez d'Alpha et de sa communauté, on a des peuples qui finalement arrivent très bien à vivre à l'ancienne façon. Alors effectivement c'est pas comme c'était avant, mais arrivent très bien à revenir de plus en plus vers l'ancienne civilisation. Donc le mensonge est complètement sous le nez d'Alpha, c'est ça qui est dangereux pour elle. Du coup j'aime bien le fait que Carol va utiliser ça contre le chuchoteur. Alors justement je trouve que en soi l'épisode était quand même très bien réalisé. D'ailleurs c'est Michael Kevitz qui a réalisé l'épisode. Le moment où elle soulève le torchon et on s'attend à des objets de torture et finalement on voit que c'est du pain avec de la confiture et tout, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parce que même si effectivement c'était la suite logique qu'elle lui donne du pain avec de la confiture, je m'attendais pas à ce moment-là, au moment où il y avait le plateau. Voilà, en plus c'est Carol dans un état d'esprit un peu compliqué, donc on s'attend pas à ce qu'elle essaye la manière douce. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le chuchoteur qui joue le jeu au début, on a même les yeux, enfin je trouvais en plus que l'acteur jouait vraiment très bien. Ce truc de, voilà, il met dans sa bouche du pain avec de la confiture, quelque chose auquel il a pas touché depuis une dizaine d'années, vraiment on est sur le summum même du confort, avoir du pain, de la confiture, du beurre, etc. Tout un tas de choses qui ont disparu et qu'en plus, bon, lui il vit dans la nature, enfin voilà, c'est à chasse, c'est des trucs très rudimentaires, etc. La façon dont justement son visage change et après il devient méchant comme ça, pour après lui cracher à la figure, déjà ça m'a surpris, je pense que ça se voit dans la vidéo réaction que je fais, comme ça, je recule, enfin, je fais, oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que je me disais, soit il va pas du tout manger le truc, parce qu'en fait je me disais, bah si il commence à croquer dedans, ça veut dire qu'il est en train de renier tout un tas de choses, tout un tas de règles des chuchoteurs, etc. Et que rien que le fait de croquer dedans, c'est un sacrilège, entre guillemets. Je pensais que c'était un peu ça, je me suis dit, soit il croque pas dedans, soit ça y est,
peut-être il y a possibilité. Et du coup, j'ai bien aimé le fait qu'on nous fasse croire, puis après, en fait, non. Et c'est ça dans tout l'épisode, en fait. C'est complètement un épisode trompe-l'œil pour tout un tas de choses. Et j'ai bien aimé cette scène, et justement, après, on a Carole qui comprend que la manière douce, bon, ça marche pas, et qui finalement retourne à la manière forte avec la bague et tout ça. La Dark Carole fait son retour. On retourne un petit peu à la logique des choses, c'est-à-dire le chuchoteur qui n'en démord pas et qui ne balancera pas Alpha, et Carole qui est dans son mode dark, voilà, pour faire parler le mec. Et donc on a ce chuchoteur qui va commencer à dire tout ce que lui dit Alpha, c'est-à-dire qu'elle les aime, enfin, en gros c'est leur famille, etc. Elle a fait des choses terribles pour eux, c'est-à-dire elle a tué sa fille. Mais il y a vraiment ce truc de, non seulement elle les tient par la doctrine et tout ça, et par le fait que pour elle, voilà, c'est la meilleure façon de survivre et tout, mais aussi elle joue beaucoup sur l'affectif, et on le voit très bien avec Gamma par la suite, le fait que bah, vous êtes ma famille, je vous aime, etc. Donc il y a tout ce truc, c'est vraiment une secte, hein, très clairement. Enfin ça on l'avait déjà remarqué depuis longtemps, mais il y a encore plus cet aspect gourou, cet aspect maternel, etc. Voilà, ce sont ses enfants un petit peu, et de toute façon elle les protège. Et effectivement vient le moment où il dit qu'elle a tué Lydia pour eux, quoi, très clairement, qu'elle a sacrifié sa fille pour la cause. Et là ça retourne tout. Tout d'un coup la balle passe dans le camp d'Alexandria, et ils ont un réel avantage. C'était vraiment très bien construit. Les 3/4 de l'épisode est un peu lent, mais en soi c'est vraiment finement construit, non seulement parce qu'après justement le chuchoteur va mourir, il va se poser tout un tas de questions, c'est-à-dire que finalement l'atout qu'ils avaient ils l'ont plus tellement, mais finalement ils ont quand même Lydia, enfin c'est construit tout un tas de choses, et je trouvais ça quand même bien fait. Et de l'autre côté on a Gamma et Aaron. Alors Aaron, je sais jamais si il a eu le temps de rentrer, qu'il est revenu, s'il est resté là-bas, je sais pas, c'est pour ça que je pose la question, mais au niveau timeline je comprends pas, parce qu'effectivement Gabriel est revenu, mais Aaron je sais pas, mais il a pas dit pour les tripes de rôdeur, parce que là par contre c'est un truc confus, on en parlera un peu plus tard, de tout ce qui est par rapport à l'eau. Et donc on a Aaron qui fait ami avec Gamma, donc on a toute cette histoire effectivement de frères et sœurs, donc elle nie quand elle dit je n'ai pas de sœur, c'est à ce moment-là en fait il y a des phrases dans le discours de Gamma qui sont tantôt côté chuchoteur, tantôt côté je suis normale en fait, c'est ça, quand elle pose des questions qui sont intéressées, par exemple comment vous faites du pain, enfin pourquoi il y en a autant et tout ça, les enfants, elle pose quand même la question justement par rapport à l'enfant de sa sœur, elle a quand même envie de savoir si elle va bien, et à côté quand elle dit je suis enfant unique, bon bah hop on sent qu'elle a rebasculé du côté chuchoteur, enfin voilà, elle a envie d'avancer vers Aaron, mais en même temps elle fait 3 pas en arrière, c'est un peu compliqué. Aaron lui il est là à la fois pour poser des questions, mais en même temps il s'intéresse vraiment à elle. D'ailleurs c'est intéressant le fait qu'ils se mettent complètement à nu, dans le sens ouais bah à la base j'étais quand même là pour te poser des questions et en savoir plus sur ton groupe, moi je sais que t'es là aussi pour en savoir plus sur mon groupe, mais au final est-ce qu'on peut pas juste parler de choses normales et tout ça et faire connaissance, et voilà, on est peut-être dans des clans ennemis, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de se faire du mal, on peut peut-être juste discuter, parce qu'on a tous les deux on a perdu des proches, et peut-être qu'on a besoin d'en parler, que ça peut nous faire du bien. Quand justement il y a tout ce souvenir de sa sœur qui revient, il y a le fait qu'elle voit tout le confort, qu'en plus elle pourrait peut-être se rattraper de ce qu'elle a fait à sa sœur avec son neveu ou sa nièce, je sais plus si on sait le sexe du bébé, je me souviens plus, et par conséquent on sent Gamma qui est à la frontière au sens propre et figuré, c'est-à-dire que la limite elle a juste un pas à franchir pour dépasser la limite en fait, et c'est pour ça qu'après Alpha va se rendre compte que Gamma n'est pas dans son état normal. Alors déjà elle se fait attraper par un rôdeur, elle tue le rôdeur, comme elle dit c'est un rôdeur en moins pour la horde, voilà, elle acceptait pas ce genre de choses, donc elle la sent complètement bouleversée, et c'est là où son rôle de gourou c'est de la remettre sur le droit chemin, parce qu'elle sent très bien que, entre guillemets, les mensonges d'Aaron la font venir vers le mauvais camp, justement, c'est quelque chose de complètement risqué, parce que Gamma, c'était vraiment une chance pour Alpha d'avoir encore un autre élément du côté des chuchoteurs. D'ailleurs, ça pose encore d'autres questions, pourquoi 2 espions, enfin bon, voilà. Mais justement, cet atout qu'elle a avec Gamma, ça peut être aussi sa plus grosse faiblesse, notamment si Gamma apprend que Lydia est en vie, si elle va vers la communauté, etc., elle apprend que Lydia est en vie, et il peut se passer tout un tas de choses qui en découlent. En plus, Gamma a forcément des informations en plus sur les chuchoteurs, et surtout sur les différents plans qu'Alpha, dont où se trouve la horde, etc., etc. Et du coup j'aime bien justement cette façon de reprendre l'emprise sur Gamma, de jouer sur le fait qu'elle croit en elle. Ça c'est quelque chose de complètement manipulateur, c'est-à-dire en même temps punir et en même temps récompenser, etc., et lui dire, et jouer sur l'affect, oui tu es ma famille, je crois en toi, etc., mais mettre beaucoup d'espoir là-dedans, parce que c'est un peu quand même une communauté où les gens ont besoin de reconnaissance. Justement ils en font un maximum pour Alpha, parce qu'ils se disent qu'Alpha va en faire beaucoup pour eux, et du coup le fait que Alpha place sa confiance en Gamma du coup est redevable de toute cette confiance, c'est-à-dire qu'elle doit maintenant prouver qu'elle est digne de confiance. Elle a besoin de faire plus, et donc maintenant elle doit avoir des réponses auprès d'Aaron. C'est pour ça qu'effectivement après elle revient vers Aaron avec un discours qui est totalement différent. Elle va donc apercevoir Lydia. Alors effectivement je me disais, comme par hasard Carole arrive avec Lydia, qu'est-ce que Carole voulait faire avec elle? Est-ce que ça savait très bien qu'Aaron parle à Gamma? Je suis
suppose que oui. Ça a l'air d'être un peu de la chance quand même, quoi. Mais du coup, ça annonce pas mal de trucs intéressants. C'est vrai que ça m'a fait tilter justement le fait que Lydia se barre, parce que si Lydia se barre, elle a la possibilité de tomber une année avec les chuchoteurs. D'autant plus qu'elle passe la frontière, parce qu'effectivement, Lydia se sent complètement trahie, elle sent que Carole, tout comme sa mère, l'a utilisée. Donc en fait, elle a l'impression que peu importe le camp où elle va, les gens vont l'utiliser, vont lui faire du mal, ou vont l'utiliser pour faire du mal aux autres, etc. Il y aura des morts, il y aura tout un tas de choses. Et au final, elle n'est pas vraiment maîtresse de son destin. Elle dit qu'elle aurait préféré finalement partir avec Henry, et finalement va partir seule. Donc elle va passer la frontière des chuchoteurs, parce qu'elle sait très bien que Carole et Aaron ne pourront pas la suivre, mais à un moment donné, elle va forcément tomber sur les chuchoteurs. Donc se pose la question de comment ça va se passer. Est-ce que Gamma aura le temps de faire quelque chose avant? Parce que Gamma, c'est sûr qu'elle va utiliser ça pour se venger d'Alpha, donc comment ça va se passer? Est-ce que d'abord elle va se venger d'Alpha, et après Lydia va arriver? On peut imaginer que Negan soit un petit peu isolé à un moment donné dans la forêt, et puis qu'il rencontre Lydia, et que là ils fassent un plan tous les deux, mais en tout cas, je pars du principe que Lydia tuera Alpha, peut-être même avec l'aide de Negan. Gamma aura certainement un rôle à jouer là-dedans, ça risque d'être intéressant. Voilà, on peut se demander qui des trois peut faire quelque chose, ou peut-être les trois en même temps, on sait pas. Mais en tout cas, il est certain pour moi que Lydia tuera sa mère, ça me semble être la meilleure possibilité. Est-ce que c'est la moins attendue? Je sais pas, parce qu'en tout cas, Gamma et Negan, je pense que tout le monde s'y attend. Lydia, ça me semble peut-être un peu imprévu. Justement, je pensais à ça depuis le début de la saison. C'était, enfin même je crois depuis la fin de saison dernière, pour moi c'était Lydia qui devait tuer Alpha. Et là, le fait qu'il se passe ça rend encore plus possible cette théorie. Là, vraiment, je me dis, voilà, c'est forcément, soit c'est un complot de plusieurs personnages, soit c'est Lydia qui le fait, et c'est quand même bien parti. Ce petit retournement de situation est intéressant, d'autant plus Alexandria a perdu vraiment l'atout qu'ils avaient, c'est-à-dire que Michonne avait quand même bien dit, faites attention à Lydia, ne la perdez pas, parce que si vous la perdez, vous perdez un réel atout, et si Alpha n'envoie pas toute sa horde de rôdeurs directement sur les communautés, c'est parce que nous avons Lydia. À partir du moment où ils n'ont plus Lydia, ils n'ont plus cet atout, et donc maintenant, Alpha peut très bien envoyer tout bouler, très clairement, tout finir, voilà, c'est terminé. Et là, on arrive à une réelle guerre des chuchoteurs, et comme on arrive au mid-season, je pense que ça va être très chaud à l'épisode 8, et que la guerre contre les chuchoteurs est imminente. Alors, du côté de Siddiq, parce que c'est quand même le truc le plus intéressant, alors moi je pensais qu'on pouvait avoir un Siddiq qui se suiciderait, parce que les discussions avec Rosita, etc., je me suis dit c'est bizarre, ça sent la fin et tout. Je me posais la question, pour moi c'était tentative de suicide ou suicide, quoi. C'était clairement ça, parce qu'effectivement l'épisode est vachement centré sur Siddiq, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé avant, c'est-à-dire qu'on a des petits moments de Siddiq, etc., par-ci par-là, par rapport au flashback, mais là vraiment on avait un épisode qui était très centré sur lui, donc ça posait quand même pas mal de questions, et on se souvient par exemple de passages comme celui de Noah, voilà, ça nous fait penser à la même chose, on nous rend le personnage beaucoup plus sympathique, on lui crée des aspirations pour le futur, etc., qui doit continuer à se battre, et au final on le tue à la fin de l'épisode. Je me disais, potentiellement un suicide ça peut être possible. Alexandria, rien ne va plus, les gens sont toujours aussi malades, donc s'ils sont toujours aussi malades, c'est qu'ils sont toujours forcément exposés à ce qui les rendent malades, mais on a surtout le passage du chuchoteur qui va mourir, et de Dante qui va l'empoisonner et faire croire que c'est Siddiq, et ce moment-là, enfin je pense que c'est vraiment là où bascule pour moi l'épisode du côté c'est du génie, enfin je m'en rends compte évidemment après parce que sur le moment ça n'a pas un impact de ouf. Une fois que j'ai fini l'épisode, je me dis ce moment-là c'était finalement du génie, parce que on nous fait croire que Dante est un espion, et finalement on nous fait croire que c'est Siddiq qui par sa folie, etc., par son envie peut-être de vengeance complètement inconsciente, hein, c'est-à-dire que ce serait vraiment le subconscient qui prendrait le pas sur Siddiq et qui ferait qu'il se venge des chuchoteurs en empoisonnant un chuchoteur par exemple, en mettant la ciguë dans son sac plutôt qu'un truc qui va le soigner. C'est totalement crédible en plus à ce moment-là, c'est totalement crédible parce que on nous montre crescendo le truc, c'est-à-dire qu'il a tous les symptômes, tous les pires symptômes de l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire le somnambulisme, les visions, les terreurs nocturnes, il a vraiment tout. On se dit il a vraiment atteint un summum de folie qui est juste pas possible, quoi. Il est vraiment au top de la folie et ça peut pas être pire. D'où le fait que je pensais qu'il allait se suicider, parce que je me suis dit revenir en arrière c'est un peu compliqué. Du coup à ce moment-là, se dire que c'est Siddiq qui a fait tout ça, même le fait que par rapport à l'eau et tout ça, par exemple je me disais mais quand on voit le truc de l'eau, on se dit c'est lui qui a fait n'importe quoi, il était complètement à côté de la plaque et tout ça. Bon, en fait on apprend que c'est encore différent, mais du coup tout paraît crédible, tout ça paraît crédible, et donc en plus, je me dis en tant que téléspectatrice et en tant que personne qui a fait des théories, etc., je me dis mais oui, mais en fait, il joue totalement sur le fait que tout le monde pense que Dante est un espion. À ce moment-là de cette saison, Angela Kang, elle sait que tout le monde va penser que Dante est un espion. Donc elle en joue, donc on nous fait un espèce de petite sueur froide, un petit moment de oh là là, qu'est-ce qui se passe, parce que elle sait très bien que tout le monde va penser ça. Mais en fait, ça va encore plus loin que ça. C'est là où c'est vraiment ouf, dans le sens où on va nous infirmer le truc,
truc, on va dire non, c'est pas vrai. Du coup, le téléspectateur il se dit ok, ça c'est réglé, donc voilà, la théorie de Dante c'est un espion, c'est n'importe quoi, c'est cynique, c'est totalement crédible. Et en soi, en plus, les épisodes d'avant étaient un petit peu mous, il n'y avait pas des retournements de situation de malade, etc. Donc on se dit ouais, bon bah voilà, c'est un épisode qui va pas être dingue, c'est surtout ça en fait. Il joue beaucoup là-dessus, c'est vraiment très intelligent pour ça, pour plein de trucs. Le fait qu'on se dise ouais, bon bah en fait, il n'y a pas de révélation de ouf avec les chuchoteurs, bon bah en fait, il n'y a pas d'espion de Dante, voilà, c'est juste cynique qui a fait tout ça. En soi, ça paraît pas ouf. Vers la fin de l'épisode, ça bascule. C'est là où ça commence à être très intéressant. Donc Siddiq effectivement est pris de culpabilité par rapport à Cheryl qui va mourir. Et il y a ce passage justement avec le truc de l'eau. Alors le filtre de l'eau, je vous avoue que je suis même pas sûre encore d'avoir compris, j'ai du mal à le comprendre en fait. Et de ce que j'ai vu, parce que juste pour ce passage-là, je suis allée voir sur Reddit, parce que je me suis dit, est-ce que les gens ont compris en fait le truc de l'eau? Et en fait, je me rends compte que les gens n'ont pas compris du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont compris que c'était Dante qui avait fait exprès avec le levier, d'autres ont compris que ça avait été saboté. Enfin voilà, même par rapport au trip de rôdeur, tout le monde n'est pas d'accord de si ça a une importance ou non. Pour moi, ce que je vais vous dire, c'est que les tripes de rôdeur ont vraiment été mises dans l'eau pour empoisonner l'eau. En plus, Gamma, elle en parle justement, la rivière et tout ça, enfin voilà, ça fait partie de tout un plan, donc effectivement la rivière et les tripes de rôdeur, et que Dante, lui, était censé saboter donc le filtre à eau pour que, effectivement, les tripes de rôdeur ne passent, enfin voilà, pour que toutes les bactéries, etc., ne passent pas dans ce fameux filtre à eau. C'est un espèce de plan avec une personne à l'extérieur et une personne à l'intérieur qui peut faire les choses. Et pourquoi, du coup, Aaron n'aurait pas forcément parlé des tripes de rôdeur? C'est tout simplement parce qu'ils ont un filtre. Et du coup, il se dit que peu importe, de toute façon, des rôdeurs, il y en a certainement plein qui tombent dans la rivière, etc., que c'est pas un problème, à partir du moment où ils ont un filtre, il n'y a pas de souci. Donc il en a peut-être pas forcément parlé, peut-être on en parlera dans le prochain épisode, j'ose espérer, parce que effectivement toute cette partie avec l'eau c'est quand même super flou. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, pour l'eau, enfin dans tout l'épisode on fait des gros plans sur l'eau, enfin évidemment ça n'a pas compris que c'était l'eau qui était responsable des maladies des gens, je sais pas quoi, c'était juste élémentaire. Bah juste avant justement on a le passage avec Rosita, alors Rosita qui va plonger pour aller chercher Siddiq. Mais la nana, elle était, enfin, 39 de fièvre, bon, ok, elle est un peu mieux, mais de la sortir, aller sauver Siddiq, etc., enfin, c'est un peu gros. Par contre, j'ai bien aimé le fait qu'il plonge dans l'eau, rapport à quand il se met la tête dans les glaçons, etc., enfin, le mec, il est tellement mal qu'il saute dans l'eau, parce que peut-être c'est le moment où il sent un peu de calme et tout, mais au final, pas du tout. Et le rapprochement, justement, toutes ces scènes de rapprochement entre Rosita et Siddiq font penser qu'il va mourir, quoi. Il va se suicider, ou il va lui arriver un truc, ou je sais pas, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu limite que Rosita joue encore sur l'ambiguïté avec Siddiq, qui est son ex, on a limite l'impression qu'ils sont remis ensemble, mais en même temps elle parle de gêne, enfin voilà, on va en faire un truc du quatuor, j'espérais vraiment pas. Le fait que Rosita lui dise de se battre pour sa fille, pour sa famille, etc. À ce moment-là on se dit mais peut-être qu'il peut reprendre du poil de la bête en fait, c'est encore une fois très intelligent parce qu'on se dit ouais peut-être que finalement il va s'en sortir, donc du coup à ce moment-là je me dis bon bah finalement il va pas se suicider. Et puis arrive la mort de la vieille dame, arrive le moment où il se rend compte qu'il y avait un problème avec l'eau et que lui devait superviser l'eau parce qu'effectivement il était marqué sur la pancarte que les gens ne devaient pas essayer de toucher au filtre à eau et que c'était juste à Eugène et Siddiq de s'en occuper. Ce qui implique donc que la manipulation est extrêmement délicate de ce filtre et que n'importe qui peut faire n'importe quoi s'il commence à bidouiller, etc. Et ce qui implique que donc Dante a fait croire qu'il avait fait un peu n'importe quoi avec le filtre alors qu'il a certainement soit saboté. Donc on se dit culpabilité, etc. Et donc là à nouveau je me dis il peut se suicider. Voilà, en fait son espèce de montagne russe c'est il peut se suicider, finalement non, il peut se suicider, finalement non, on sait pas, il est fou, il est moins fou, il va aller mieux, il va pas aller mieux. Et la fin de l'épisode, alors effectivement il y a cette scène où il est triste et tout, et je me dis bon bah Dante, je sais pas, il est à fond sur lui, parce qu'à ce moment-là, Dante espion, c'est plus possible pour moi, parce que ça a été déjà infirmé avant dans l'épisode, donc je me dis non, c'est plus possible. Donc je me dis bah peut-être en fait Dante, il dit c'est mon ami, t'es mon ami, etc. Et puis je sais pas, la scène franchement je trouve, et même encore maintenant, je trouve que elle nous induit vraiment en erreur dans le sens où vraiment on a l'impression que ça va être un truc romantique. Même encore maintenant, même en sachant la finalité de la scène, je pense vraiment que l'intention était de nous faire croire à un truc romantique. Enfin voilà, c'est le truc, voilà, j'ai la main sur la vitre, ouais, il pleut dehors, et puis l'autre qui dit non mais ce n'est pas de ta faute, je t'aime, voilà, enfin voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. On est clairement sur le cliché de la scène romantique. Là encore, je trouve que c'est intelligent. Et au moment où il commence à parler du filtre à eau, je suis en train de me dire, en fait, j'ai pas tout compris. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a le petit doute, je me dis, mais attends, c'est quoi le bail avec l'eau là? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que en fait c'est vraiment Dante qui a fait tout ça? Et à ce moment-là, je me dis, effectivement, il peut être espion, mais en même temps, on nous l'a infirmé. Donc du coup, je suis en espèce de truc neutre où je me dis, ouais, mais non, et non. Mais je me pose quand même la question à ce moment-là. Tout un tas de trucs qui passent dans ma tête, mais effectivement, le truc de Dante espion, à ce moment-là, quand il parle de l'eau, parce qu'il dit, oui, j'ai mal utilisé l'eau et tout, et on se dit, ouais, je me dis, ouais, mais c'est quand même bizarre. Enfin, ils remettent le truc sur le devant de la scène, mais ils peuvent pas nous faire le coup deux fois. Et j'ai pas pensé à ce moment-là qu'effectivement, c'était le truc le
plus intelligent à faire, c'est de nous avoir infirmé le truc avant et nous l'affirmer maintenant en fait. Du coup, je me dis ouais c'est possible mais non. Et puis il claque des dents. Et là, il claque des dents et avant même qu'on sache pourquoi ça avait un rapport, on comprend tout de suite que le claquage de dents, il va apparaître dans le flashback et que on va savoir que Dante est un espion. À ce moment-là, au moment où il claque des dents, on sait déjà ce que ça induit. C'est encore plus quand on voit Dante en chuchoteur dans la ville, quoi. Ça c'est vraiment un truc de fou. Et je trouve qu'en termes de réalisation, c'était bien fait. Par contre, les flashbacks, j'ai trouvé ça un peu trop... Alors c'est brouillon. Effectivement, il explique que tout était un peu mis... tout était dans son souvenir un petit peu comme des puzzles et que ça se remettait en place au fur et à mesure des jours. Et notamment, et on comprend qu'il a été quand même face à celui qui lui a obligé à garder les yeux ouverts pendant tout ce temps. C'est-à-dire depuis la fin de la saison 9, il a été obligé d'être face à cet homme avec qui il travaillait, qui a fait ami-ami avec lui et tout ça, qui fait ressurgir tous ses mauvais souvenirs, tout ça en fait. Donc tous les cas, il pouvait pas aller bien comme ça, c'était pas possible. Peu importe ce qu'il avait fait en fait, il aurait pas pu aller mieux tant qu'il y avait Dante dans les parages. Ça n'était pas possible. Inconsciemment, il y avait l'élément perturbateur de son cerveau qui était toujours là autour de lui. Donc le revirement de situation, il est dingue. Maintenant, dans notre tête, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent pourquoi ? Parce que, donc se pose la question, alors je suppose, et là c'est vraiment là où j'attends l'épisode prochain pour dire est-ce que c'était vraiment une très bonne idée ou non, parce que si on nous explique pas comment ça se fait que Lydia n'a pas reconnu Dante, là on est sur un total flop, on est sur du n'importe quoi. C'est pour ça que je dis c'est soit du génie, soit du n'importe quoi. Je pars du principe qu'on va nous expliquer qu'il gardait tout le temps son masque, etc. Pour moi ce serait un petit peu trop facile, j'espère qu'on nous trouvera une autre explication. Par exemple que c'est quelqu'un qui a toujours comme mission d'être tout le temps parti, etc. et que peut-être Lydia ne l'a jamais croisé parce que aussi la communauté des shooters, il y a d'autres personnes ailleurs, etc. Enfin voilà, que c'est une communauté plus grosse que ce qui paraît, peut nous expliquer les choses. Mais bon, après Lydia elle est là depuis le début. Déjà ça fait qu'on se dit c'est pas possible. Secondo, Dante est très bien intégré. Pourquoi quelqu'un qui a le confort, qui a tout ça, justement, en plus, d'autant plus que Lydia parle en début d'épisode, les chuchoteurs savent pas à quel point il y a du confort, etc., à quel point on peut vivre dans ce genre de choses, dans un confort à cette époque actuelle. Et on a même Dante qui dit oui, ça fonctionne parce que c'est un village, vous pouvez soigner des gens, voilà, vous avez le confort, etc. Donc il a conscience de tout ça. Pourquoi, en ayant conscience de tout ça, il va aider Alpha les chuchoteurs? Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est vraiment le truc. Encore, je suppose que Lydia va trouver une excuse pour laquelle elle l'a pas reconnu, mais autant ça me pose vraiment problème. Bon, maintenant le fait qu'il soit médecin, etc., bon, on a bien compris qu'il y a peut-être 2-3 connaissances, mais il était pas médecin, donc il a menti sur tout un tas de choses, ce qui explique le fait qu'on a l'impression qu'il sache rien faire, qu'il est nul en tant que médecin, parce qu'effectivement il est pas médecin. Ça d'accord, mais voilà, le truc de s'intégrer tout ça, de vivre dans le confort, pourquoi retourner à un état primitif? Alors effectivement on peut trouver comme excuse, il est cinglé, mais permettez-moi quand même de douter un minimum de la crédibilité du truc. Et en soi, ça fonctionne, ce twist. Pourquoi ? Parce que c'est pas crédible. Et c'est là où c'est un peu le problème. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. C'est, d'accord, le twist, il est super. Parce que d'autant plus que tout le monde s'y attend. Parce que tout le monde disait, moi j'ai vu un commentaire, tout le monde, Dante c'est un espion, Dante c'est un espion, etc. Moi je me dis non, c'est pas un espion parce que comics, parce qu'en plus, Maggie revient bientôt. No way. Et je me dis no way parce que de toute façon, il est bien intégré et tout. Aucun sens que le mec il fasse ça. Et après, en troisième truc, oui, effectivement, Lydia l'aurait reconnu. Mais le problème, c'est que oui, le twist il fonctionne parce que à côté, on se dit c'est pas cohérent. Je veux dire, même les gens qui disaient bon, Dante espion et tout, il y en a pas mal qui se sont dit d'un autre côté, c'est quand même chaud comme théorie parce que c'est pas vraiment plausible, quoi. C'est un peu ça. Le génie, c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi à surprendre tout un tas de gens qui s'attendaient à ce que Dante soit espion, mais en même temps, ils ont réussi à surprendre tout un tas de gens qui le pensaient pas parce que c'était pas crédible et parce que ça repose sur ça n'a pas de sens. Parce que même pendant toute la vidéo réaction, je dis ça n'a pas de sens, aucun sens, aucun sens, aucun sens. Bah oui. Et donc à partir du moment où on donne pas la possibilité à quelque chose d'exister, on a l'impression que ça sera pas possible, forcément on s'attend pas à ce qu'il y a derrière. C'est comme si on vous montre pas tout un pan d'un univers, d'une série, et que tout d'un coup il y a un twist qui est lié à ça. Bah forcément vous l'attendez pas parce que vous pensez pas que ça peut exister. Et là pour le coup, bah je me dis non, ça n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc le twist de quelque chose qui n'a aucun sens dans mon cerveau, ça c'est pas possible. Et donc l'épisode prochain va devoir répondre à tout un tas de questions. Donc effectivement on a la mort de Siddiq. La mort de Siddiq, qu'est-ce que ça implique pour moi? Et c'est là où c'est très énervant. Ça implique deux choses. Karl est mort pour rien. Alors je sais, vous allez me dire oui, il y a eu un time jump et du coup il a vécu 7 ans et demi, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais on met de côté le time jump et le fait qu'il a vécu tant de temps parce que nous on l'a pas vu vivre pendant 7 ans et demi. Enfin ces 7 ans et demi là on les a pas vus. Donc en termes de nombre d'épisodes, le mec il est quand même pas là depuis très longtemps. Donc on a fait mourir Karl. On l'a fait mourir 3 fois pour moi. On l'a fait mourir quand il est mort. On l'a fait mourir quand on a tué Henry et on l'a fait mourir quand on a tué Siddiq. Pour moi ça fait quand même 3 fois qu'on tue le personnage dans un certain sens. Et
ça m'énerve parce que voilà, on se rend compte que tout ça, ça a été fait juste. On savait déjà de toute façon que c'était fait pour faire revenir les téléspectateurs parce que voilà, Chandler et tout, enfin voilà, ils l'ont traité comme une merde. En plus, ils l'ont fait revenir au Talking Dead quand Siddiq meurt pour dire, pour nous dire, ouais, bah en fait, il est ok avec ça, enfin voilà, pour nous faire croire. Je suis sûre que le mec, il a la haine de ouf. Faut quand même le ramener là pour justifier le truc. Donc, ils savent très bien que les fans vont penser, ouais, vous avez tué Carl pour rien. Et c'est revenu de malade, et moi, j'arrêtais pas d'en parler. Pour moi, il pouvait pas tuer Siddiq parce que Siddiq, ça représentait encore l'héritage de Carl, même s'il y a Judith, etc. Mais Siddiq, quand Carl l'a sauvé, il s'est dit, ouais, mais c'est un médecin et tout ça, il pourra sauver tout un tas de personnes. Enfin voilà, il y avait tout un tas de trucs. L'héritage de Carl, on a beaucoup joué là-dessus, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Quand Carl est mort, il y avait tout ce truc d'héritage avec Siddiq, il y avait tout le truc de Rick qui se disait, qui se consolait un petit peu par le fait qu'effectivement, il avait sauvé une vie et tout ça. Donc imaginez ce que ça représente dans la tête de quelqu'un qui appréciait Carl, et même qui l'appréciait pas, mais en termes de cohérence scénaristique et de pas cracher la figure des fans. Voilà, là, ouais, clairement, je l'ai mauvaise par rapport à ça. Deuxio, ce qui m'embête aussi, j'avais un énorme coup de cœur pour cet acteur. En termes de casting, c'était vraiment mon plus gros coup de cœur depuis vraiment longtemps. Vraiment, quand je disais j'adore Dante, que je défendais corps et âme. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas adoré un acteur qui venait d'arriver comme ça dans la série. Ça fait très longtemps. Franchement, je crois que le dernier personnage comme ça, c'est Negan. Et forcément, qui dit Dante est méchant, dit il va mourir dans pas longtemps, il va disparaître. Donc non seulement ça, voilà, j'adorais l'acteur, il avait un charisme de ouf. Vraiment, c'est dommage. Et en plus, on gâche le personnage des comics. Ce qui fait que je me dis, qui c'est qui va reprendre l'arc des comics, et j'avais déjà pas envie avant, c'est Alden. Ce qui va reprendre l'arc de Dante, parce que c'était ce qu'on pensait déjà avant. Quand on a vu Alden arriver, pour moi c'était le Dante de secours. Et on se demandait si elle allait faire des choses intéressantes, finalement, pas trop. Et finalement, je pense qu'Alden va récupérer le truc de Dante, et ça me saoule, parce que l'acteur, clairement, ça se voit, il a pas envie d'être là, il a pas envie d'en jouer, il s'en fout. Enfin, je pense, c'est ce que j'ai l'impression quand je vois, voilà, il partage jamais trop de trucs de The Walking Dead, il est là, voilà, on lui donne pas des trucs très intéressants, donc Alden sur le devant de la scène, je vois pas l'intérêt. Donc Dante, personnage gâché, Dante qui apportait ce côté de légèreté, tout ça. Je trouve ça dommage. En plus, on va pas pouvoir faire un chuchoteur qui est sur la voie de la rédemption, parce que de toute façon, on a déjà Negan qui est sur la voie de rédemption. On va pas faire 40 000 personnages qui sont méchants et qui finalement se découvrent une conscience et tout ça, parce que Negan, tout le monde trouve ça cohérent, mais en soi, ça l'est pas. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, ça l'est pas. Je veux dire, on peut avoir des mea culpa et tout. On accepte parce qu'on adore le personnage, mais en soi, que ce soit dans le comics ou dans la série, ça n'est pas crédible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Du coup, on peut pas faire un deuxième personnage qui sera sur la voie de la rédemption, même si effectivement, le passage où il dit oui, pas toi, pas comme ça, etc. Enfin ouais, on comprend quand même qu'il aimait vraiment Siddiq, il appréciait vraiment beaucoup, que ça l'embête de le tuer parce qu'il le tue parce qu'il se souvient de qui il était. Et en même temps, il y a le truc du claquement, je me dis, est-ce que le claquement il a fait exprès, ou est-ce que c'est un tic ou je ne sais quoi, et le tic il aurait pu le faire avant, peut-être qu'il a laissé échapper le truc. Je pense qu'il a pas fait exprès parce que sinon ça rend pas cohérent le pas toi, etc. Voilà. Est-ce que c'était en soi un bon épisode ? Oui, c'était un très bon épisode, bien construit sur tout un tas de plans, et je parle pas juste de Siddiq, Dante, même le truc de Carole, voilà, avec le chuchoteur et tout ça, c'était pas mal, Lydia qui s'en va et tout ça, c'est pas mal. Maintenant, voilà, c'est en termes de cohérence, ça va être le bémol, il va falloir que je vérifie dans l'épisode prochain si finalement tout ça avait un sens. Mais grosse déception quand même, par rapport à Dante, par rapport à Siddiq, ça reste quand même une grosse déception, mais c'était un épisode qui était très bien construit, qui était bien réalisé, sur pas mal de plans, mais voilà, voilà, il y a intérêt de justifier le truc derrière, parce que sinon ça aurait été un mauvais épisode. En fait, c'est ça, c'est qu'à posteriori, je peux très bien vous dire, mais non, mais en fait, c'était pas un bon épisode parce que derrière, c'est pas cohérent. Et on est sur une série, on n'est pas sur un film, donc juger de la cohérence d'une intrigue quand on n'a pas la fin de l'intrigue, c'est compliqué. Donc je peux pas vous dire si maintenant l'intrigue était bien ou quoi. Pour l'instant, elle m'a l'air bien si elle est justifiée derrière, mais je sais pas, donc je suis clairement en stand-by. Mais dans la construction d'épisode, c'était intéressant à voir maintenant si c'était cohérent. Si ça n'était pas, c'était pas un très bon épisode malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un épisode qui va pas rester voilà, dans les oubliettes, hein. Clairement, c'est un épisode qui va marquer beaucoup de gens. Le dernier épisode qui est très marquant, c'était l'épisode 15 de la saison 9. Depuis, bon, on avait des épisodes sympas, mais voilà, mais c'est vrai qu'aussi, voilà, en épisode 7, bon, on n'est pas mid-season, on nous a fait un épisode avant, histoire d'un peu nous surprendre et tout ça, pas mal aussi. C'était, voilà, j'avais peur du mort au mid-season, mort au season finale, etc. Bon, là on a dérogé d'un épisode, hein, c'était pas non plus un truc de ouf. Un épisode marquant qui est tout à fait un épisode The Walking Dead pour le coup. Là on retrouve vraiment du The Walking Dead. On est sur un épisode pur The Walking Dead qui nous surprend, qui est glauque, qui ascenseur émotionnel. Enfin voilà, on est vraiment sur des épisodes dignes de The Walking Dead. Maintenant, attention à la cohérence, ne faites pas n'importe quoi par facilité, pour faire des twists,
si tout ça, si finalement c'est pas cohérent, parce qu'au final les fans vont certainement se retourner contre vous et dire bah voilà, j'ai vu beaucoup de commentaires quand même qui étaient très énervés. Je comprends, moi je suis quand même très énervée pour pas mal de trucs. Encore une fois, on tue un personnage dont on ne savait pas quoi faire. Il y a trop de personnages, c'est dommage. On a eu Jesus la saison dernière, maintenant on a Siddiq, à qui le tour, Rosita certainement, Gabriel, on sait pas, Aaron, bon, en espérant qu'ils ont quand même pas mal de trucs à lui donner. C'est du gâchis. Je trouve qu'en termes de gestion de personnages, ils ont vraiment beaucoup du mal. Ils rament vraiment à mort puisqu'ils ont trop de personnages à gérer. Ça devient compliqué, surtout qu'on a des grosses têtes d'affiche qui sont partis et qui vont partir. On a Michonne qui va partir. Et là, je sens aussi qu'on est sur des épisodes où on fait exprès de pas la mettre parce qu'on veut voir si l'audience va tenir le coup sans elle. Sauf que l'audience, elle tient le coup sans elle parce qu'on sait qu'elle va revenir dans qu'elle revient dans l'épisode d'après. Là, quand on va savoir qu'elle va plus revenir, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, très très compliqué. En soi, il m'a très bien diverti, j'étais surprise et tout ça, l'effet de surprise était total. Maintenant, on va voir si c'était justifié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!